Bah vrai ou faux, hein. Bonjour à tous, ici Dr Nozman et bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Vrai ou Faux. La semaine, enfin non pas la semaine dernière, mais il y a un petit moment où je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur la phytothérapie. Ouais, voici vos commentaires. Le plant de cannabis qui pousse derrière Dr Nozman, c'est pour sa phytothérapie. le quoi, hein? Ah ça, non, c'est pas du cannabis, hein. C'est un truc perso. C'est pour une expérience personnelle de relaxation. Bon, en vrai, c'est pour la déco, hein, c'est bon. Vous voulez que je... La phytothérapie existe depuis les temps des Grecs et c'est Hippocrate et Théoclaste, ses fondateurs. Faux, pour être correct, il faudrait en fait remonter encore bien avant ça. Bon, avant de nous lancer dans la chronologie de cette forme de médecine, qu'est-ce que c'est en fait la phytothérapie? Eh bien, il s'agit en fait de la médecine basée sur le traitement ou la prévention des maladies par l'usage des plantes. C'est du plastique. Et ça, comme tu dois t'en douter, c'est pas nouveau. Les fermiers du néolithique, il y a plus de 10 000 ans, cultivaient déjà des plantes aux vertus médicinales. Mais le tout premier texte connu sur la médecine par les plantes remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Gravé sur une tablette d'argile par les Sumériens, celui-ci expliquait l'usage du myrte, du chanvre ou encore du thym sous forme de décoction filtrée. Au cours de l'histoire, on ne parlait pas encore d'ailleurs de phytothérapie, mais bien d'herboristerie. Herboristerie. Spécialité encore pratiquée d'ailleurs aujourd'hui. L'herboristerie repose sur l'utilisation de plantes médicinales sous forme d'infusion, de décoction ou de macération. On peut faire sécher la plante si besoin, et on l'utilise sans trop la bidouiller avant. La phytothérapie, c'est en quelque sorte la version moderne de l'herboristerie. Là où l'herboriste préférera utiliser la plante complète, le plus souvent, un phytothérapeute n'utilisera qu'un principe actif extrait de cette même plante, qu'il pourra alors proposer sous la forme de gélules, de tisanes, etc., de petits grocs, de petits trucs que tu te... Voilà. Mais la frontière est souvent floue entre les deux, hein, ça, faut l'avouer. Ce qui caractérise l'herboristerie par rapport à la phytothérapie, c'est plutôt la manière de procéder, qui se veut très traditionnelle. Un herboriste va herboriser, c'est-à-dire qu'il va récolter et transformer les plantes sauvages lui-même la plupart du temps. Quant à Hippocrate, s'il n'a pas inventé la phytothérapie, il est tout de même considéré comme le père de la médecine. Le père. Le père. Il pèse. Bonjour, je suis Hippocrate, le père de la médecine, voilà. Il pèse. Pèse. C'est en fait grâce à lui que les gens ont arrêté de croire que les maladies étaient causées par des forces surnaturelles, des causes divines, des trucs comme ça. C'est pas rien, hein. Une technique de grand-mère est de se mettre une gousse d'ail dans l'anus et apparemment ça guérit. Oula, j'ai le regret de t'informer que... Bon, ta mamie t'a fait des trucs très bizarres pendant ton enfance, toi. Ou alors t'as confondu conseil cuisine et conseil santé. Parce que c'est pas possible sinon. Non, parce qu'en plus, par rapport à ton commentaire, une gousse d'ail dans l'anus, ça guérit. Mais ça guérit quoi? C'est cadeau comme ça. Ça guérit. Peut-être que ça guérit tout. J'ai mal à la gorge, gousse d'ail dans l'anus. J'ai mal à la tête, gousse d'ail dans l'anus. J'ai mal au ventre, gousse d'ail dans l'anus. La phytothérapie, c'est comme l'homéopathie? Bon, je sais que c'est faux, mais je suis curieuse de voir tes explications vu que plein de gens font confiance en l'homéopathie en confondant avec la phytothérapie. Oula, on attaque vraiment avec du lourd là, attention. Alors effectivement, on a un petit peu trop tendance à ranger phytothérapie et homéopathie dans la même case. Pourtant, l'efficacité de la phytothérapie n'est plus approuvée, hein, ça c'est sûr, puisque beaucoup de plantes servent par exemple de base aux médecines dites conventionnelles, contenant de véritables principes actifs, là où l'homéopathie ne se repose que sur de la pseudo-science quasiment invalidée par toute la communauté scientifique. Bref, j'ai rien dit. C'est pas moi. J'étais là-bas. Je le jure. Si la phytothérapie est dissociée de la médecine conventionnelle, c'est qu'elle ne se base que sur les plantes. Les médicaments conventionnels sont conçus autour de principes actifs, qu'ils soient d'origine végétale, comme c'est le cas pour la morphine par exemple, qui est issue de l'opium, ou encore d'origine microbiologique, telles que les levures, les bactéries, etc. D'autres médicaments sont aussi d'origine minérale carrément. Mais actuellement, on retrouve essentiellement des médicaments d'origine synthétique. C'est justement pour ça qu'on observe de plus en plus de gens justement qui s'intéressent à la phytothérapie. Un genre de retour aux sources quoi. Pas grand chose à voir avec l'homéopathie au final. Si l'effet placebo de cette pseudo-médecine est prouvé, les pilules en elles-mêmes par contre, c'est une autre histoire. Se reposant sur le principe un petit peu pété de la mémoire de l'eau, l'homéopathie consiste à diluer un principe actif des centaines de fois, prétendant que, je cite, l'eau se souvient. Sauf que scientifiquement, ça veut rien dire. Et on se retrouve bien souvent avec des solutions tellement diluées qu'elles ne comprennent plus un seul atome du principe actif de base. Un seul, plus un seul. Et puis rien. Si cette mémoire de l'eau existait bel et bien, ça voudrait dire que n'importe quelle substance entrant en contact avec l'eau, il laisserait une trace pour toujours. Or, ce n'est absolument pas le cas. Je peux te dire que sinon, on n'utiliserait plus d'eau pour nos toilettes depuis bien longtemps. Ouais. Je te laisse avec cette belle image mentale, hein, ça fait plaisir.
Énormément d'études ont prouvé l'inefficacité de l'homéopathie en dehors de l'effet placebo. Effet placebo qui est d'ailleurs facilement transmissible aux enfants et même aux animaux. Ouais, parce que je vous vois venir avec vos arguments en mousse là tout pété dans les commentaires. Les animaux, même carnivores, mangent de l'herbe pour se nettoyer leur système digestif. Ah, j'imagine que toi tu penses à ton petit chat en me posant cette question, pas vrai? Eh bien c'est vrai. Si certains carnivores comme ton chat par exemple se mettent parfois à brouter de l'herbe, c'est pas parce qu'en fait ils testent un régime vegan. Non, c'est pour plusieurs très bonnes raisons en fait. La première, c'est pour éliminer les boules de poils. En grignotant des brins d'herbe, ton chat va pouvoir aider à l'évacuation des poils avalés pendant la toilette. Ces brins d'herbe vont en fait s'enrouler autour des poils accumulés afin de former des pelotes plus faciles à vomir. Et c'est vachement important, puisque sinon, les boules de poils risqueraient de boucher son estomac. Bon, là, on est sur de la phytothérapie très terre-à-terre, La médecine par les plantes façon minou, ça déconne vraiment pas. En dehors des boules de poils, si ton chat avale un truc qui passe pas bien, il va aller bouffer de l'herbe pour faire ressortir le coupable. Un dernier point, c'est que l'herbe apporterait au chat certaines fibres et vitamines qu'il ne peut trouver dans son alimentation habituelle. C'est le cas de l'acide folique notamment, une substance chimique aidant à la production d'hémoglobine. Bon, ça c'est pour l'herbe normale, mais il y a un autre type d'herbe que les chats ils kiffent pas mal, appelé très sobrement herbe au chat ou cater. Le composé organique, le népétalactone, que contient la plante agit sur le chat au niveau de son système nerveux en déclenchant des phéromones sexuels, un peu comme un excitant qui aurait des effets hallucinatoires. On est quand même sur une molécule qui ressemble fortement au LSD, Comme quoi, il n'y a pas que chez les humains qu'on se drogue. Vraiment des petits filous, les chats. Ouais. C'est vrai que la weed, le cannabis, etc. peut nous guérir d'une certaine chose ou c'est juste dangereuse. Ah bah tiens. Bon déjà, weed, cannabis, c'est la même chose, on va pas se mentir. Alors si on fait un voyage dans le temps jusqu'au 28 avril 2016, et justement, vrai ou faux sur la drogue, c'était cette date qu'il est sorti, on peut déjà s'apercevoir que j'en avais rapidement parlé. Mais genre, très rapidement. En plus, j'avais une voix un petit peu plus chelou. Alors on va se pencher un petit peu plus sur le sujet, puisque je sais que vous êtes beaucoup à vous poser la question. Alors qu'en plus c'est censé être illégal, alors je vois pas trop pourquoi vous... Bref, on sait que le cannabis était déjà utilisé en Chine il y a 2800 ans, étant répertorié dans le Shenong Penkaoqing, désolé si je prononce mal, le plus vieux des ouvrages chinois traitant des drogues végétales, animales et minérales. Il était alors utilisé pour soulager les rhumatismes, la constipation, les crampes menstruelles et plein d'autres trucs encore. L'usage s'est étendu en Inde, puis au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Pendant longtemps, le cannabis fut cultivé en Europe pour les fibres de la plante, pour faire du papier notamment. À partir du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, le cannabis fut utilisé assez régulièrement dans le milieu médical occidental, principalement en tant que sédatif ou antidouleur. Le déclin de son utilisation médicale au début du 20e siècle serait dû au fait qu'il était alors compliqué de répliquer les effets du cannabis à cause de la variation d'efficacité d'une plante à l'autre. Et puis, avec l'arrivée des hippies à la seconde moitié du 20e siècle, le cannabis n'a plus été vraiment considéré comme une plante médicinale, mais plutôt comme principalement récréative quoi. Donc forcément, ça a fait flipper les autorités, menant tout simplement à la répression de son usage. La recherche a pourtant continué et on a depuis pu isoler les principaux constituants du cannabis que sont le THC et le CBD, permettant au passage de mieux contrôler l'efficacité de la plante. Les propriétés médicinales du cannabis sont très intéressantes et pourraient permettre à de nombreux patients atteints de maladies aux traitements lourds de mieux supporter les effets secondaires de ceux-ci. Les propriétés antivomitives, relaxantes et analgésiques de la plante sont par exemple très efficaces dans le cas de patients atteints de cancer et placés sous chimiothérapie. Donc plutôt qu'une interdiction totale, ce serait peut-être un petit peu plus utile de légaliser le cannabis en fait, tout en gardant bien évidemment un certain contrôle sur sa consommation. Voilà, ce que commence à faire d'ailleurs pas mal de pays ou États. Le Portugal a par exemple décriminalisé l'utilisation de toutes les drogues en 2000, considérant les consommateurs de drogue comme des malades et non plus comme des criminels, choisissant de les accompagner et de les aider au lieu de les punir. Et 17 ans plus tard, le taux de décès lié à la drogue a été divisé par 5. Les nouvelles infections au VIH ont été divisées par 18. Et le nombre d'héroïnomanes a été divisé par 2. Comme quoi, la répression n'est pas toujours la solution. C'est beau ça. Ça c'est pas mal. Ah ouais. On peut soigner un saignement de nez avec des plantes? Vrai, perso quand je saigne du nez, je me fourre les narines à fond avec des fleurs et ça coule plus. Excellent. L'aubépine est-elle vraiment bonne pour le cœur? Vrai, petit arbuste épineux à fleurs blanches. L'aubépine contient deux principes actifs majeurs, l'hyperocide et la vitexine, qui agissent comme des régulateurs du rythme cardiaque, en diminuant en fait les palpitations du cœur. Elle augmente aussi le flux sanguin coronarien, assurant ainsi une meilleure oxygénation du cœur, et permet également aux personnes anxieuses de percevoir leur battement cardiaque de façon moins exagérée. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît d'ailleurs comme cliniquement établi l'usage de l'aubépine dans les insuffisances cardiaques légères. Attention en revanche, attention. Si les fleurs de l'aubépine permettent un petit peu de calmer ton cœur, ces feuilles sont en revanche tonicardiaques, et vont donc avoir en fait l'effet inverse. Alors évitez de faire un petit peu n'importe quoi avec les buissons dans votre jardin, ce serait cool. Merci, je veux pas être responsable de quoi que ce soit moi. Phytothérapie
Phytothérapie et grossesse, jamais sans avis médical. Pour éviter les accidents, il est indispensable de consulter votre médecin ou votre sage-femme avant de prendre un remède à base de plantes, quel qu'il soit. En effet, les remèdes à base de plantes, bien que naturels, ne sont pas sans danger pour le fœtus. Tiens, justement, tu tombes bien, parce que même s'il s'agit de médecine dite alternative, elle utilise des principes actifs qui fonctionnent réellement, elle. Bref, forcément, ça peut être dangereux du coup. Et pas que pour la phytothérapie, mais bien pour l'ensemble des médicaments. Lors d'une grossesse, la phytothérapie pourra avoir des effets secondaires ou interagir avec les traitements en cours. La spirule odorante, par exemple, plante anti-stress, peut faire bugger les anticoagulants prescrits pendant la grossesse. Autre exemple, la fleur de tussilage, permettant de soulager la toux, sera carrément toxique pour le foie de la femme enceinte et du bébé qu'elle porte. Alors, faites gaffe. Quand même. C'est souvent pour ça qu'on peut tout à fait sans problème prescrire de l'homéopathie aux femmes enceintes par exemple, sans aucun problème, ok? Contrairement aux médicaments un petit peu plus classiques, vu que ça sert à rien. Eh bah y'a aucun risque pour qui que ce soit. Non, je sens que ça va rager dans les commentaires, on n'est pas là pour ça. J'aime bien vous titiller, c'est ma passion. La suite. Si l'on se trompe dans le type de plante, on peut empoisonner, voire tuer une personne. Et c'est chaud. Vrai, les plantes à usage thérapeutique sont listées dans un gros bouquin appelé Pharmacopée. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou ANSM, a défini deux listes de plantes. La liste A des plantes médicinales utilisées traditionnellement, et la liste B des plantes médicinales utilisées traditionnellement, et dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs aux effets positifs attendus. En gros, les plantes toxiques quoi. Et des plantes toxiques, t'en as pas mal dans ton jardin. Alors, fais pas n'importe quoi. L'aconite donne par exemple des fleurs toutes mimi, mais si tu décides d'en avaler, prépare-toi à souffrir de troubles nerveux, visuels et cardiaques, voire même de mourir en fait. Oh, elle est belle cette fleur. Hop, t'es mort. Potentiellement. La plante était d'ailleurs utilisée par les Gaulois en tant que poison pour enduire leurs flèches ou empoisonner l'eau potable. Autre exemple, le ricin, dont les graines très toxiques sont fatales en cas d'ingestion. La ricine contenue dans ces graines est en fait extrêmement laxative. Je vais pas vous faire un dessin, mais bon, c'est pas top pour la personne empoisonnée. La plante et ses graines furent aussi très longtemps associées à la magie noire. Mais on va voir ça en détail dans le prochain commentaire. Avant, au Moyen-Âge, on croyait que les celles qui faisaient des médicaments avec des plantes étaient des sorcières. Mais en fait non. Réponse de Nozman. Bref, vers la fin du Moyen-Âge et durant une bonne partie de la Renaissance, la chasse aux sorcières, c'était du sérieux, ouais. Entre le 16e et le 17e siècle, on estime qu'environ 30 000 procès ont abouti à un taux très élevé de condamnation à mort, notamment en France et en Suisse. Basé sur des croyances populaires, le mythe est né de la colère des villageois face à des catastrophes sans cause apparente. Il suffisait par exemple qu'une vache meure d'une maladie inconnue pour que l'on cherche un ou une coupable. Bien souvent une personne un petit peu en marge du village, isolée. Au moment des réformes religieuses du 16e siècle, on propage l'idée que les femmes capables d'être autonomes représentent une menace. Les vieilles femmes ayant vécu plus longtemps que leurs maris sont alors prises pour cible, d'autant plus lorsqu'elles exercent le métier de guérisseuse, manipulant les herbes et les potions. Celles-ci sont au cœur des légendes les plus bizarres possibles, nourries par l'église qui cherche à réprimer toute pratique considérée comme païenne. D'après ces légendes, les sorcières chevauchaient par exemple de longues tiges de bois enduites de belladone, une plante toxique aux vertus hallucinogènes. En frottant la tige contre leur vulve, l'absorption de l'atropine, plus intense et plus rapide, entraînait des délires hallucinatoires. D'où le mythe des sorcières volant sur des balais, j'imagine. Ça donne vraiment une toute autre dimension au match de Quidditch dans Harry Potter. C'est plus le même délire. Ah bah ça perd un peu de son, La chasse aux sorcières était en fait un mouvement stratégique et religieux établi sur des bases misogynes, qui a permis de surchristianiser la population, validant la puissance de l'église et mettant définitivement un terme au culte païen. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de balancer un max de facts vrai ou faux dans les commentaires pour le prochain épisode qui portera sur ce thème, la chaleur. Bon, c'est l'été tout ça quoi, tu comprends Voilà, éclatez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez apprécié, vous pouvez comme d'habitude cliquer juste ici pour vous abonner à la chaîne, et quant à moi je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!